Il y a une équation qu'un homme a écrite sur un tableau à Cambridge en 1928. L'équation était belle, elle était simple, pour autant qu'une équation de physique théorique puisse être simple. Et elle contenait une prédiction que l'homme lui-même ne croyait pas. L'équation disait qu'il devait exister une particule que personne n'avait jamais vue. Une particule ayant la même masse que l'électron, mais une charge opposée. Un reflet, un jumeau venu d'un autre monde. L'homme s'appelait Paul Dirac. Il était anglais, silencieux jusqu'à la caricature, célèbre pour répondre aux questions par oui ou non et considérer chaque syllabe supplémentaire comme du gaspillage. Il n'avait pas écrit l'équation pour prédire une nouvelle particule. Il l'avait écrite pour unifier la mécanique quantique avec la relativité restreinte d'Einstein. L'équation fonctionnait, mais elle avait deux solutions. L'une décrivait l'électron. L'autre décrivait quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Dirac ne faisait pas confiance à sa propre équation. Il essaya de se débarrasser de la seconde solution. Il ne put pas. Les mathématiques insistaient. Alors il publia à contre-cœur et dit au monde qu'il devait y avoir une antiparticule. 4 ans plus tard, en 1932, Carl Anderson trouva dans une chambre à brouillard en Californie une trace qui se courbait dans la mauvaise direction, le positron. L'antiparticule de l'électron. Exactement la masse que Dirac avait prédite, exactement la charge, exactement le comportement. L'équation avait eu raison. Ce n'est pas Dirac qui avait trouvé la particule. Ce sont les mathématiques qui l'avaient trouvée. Dirac avait juste écouté. Et c'est la question qui ne me lâche pas ce soir. La question qui poursuit les physiciens, les mathématiciens et les philosophes depuis 2500 ans. Une question si fondamentale qu'elle sonne presque banale, jusqu'à ce que tu essaies d'y répondre. Alors elle devient sans fond. La question est celle-ci. Les mathématiques sont-elles découvertes ou inventées? Les mathématiques sont-elles quelque chose que les humains ont créé, comme le langage, comme l'art, comme les règles des échecs? Un outil que nous avons construit parce qu'il est utile, mais qui n'a aucune existence en dehors des esprits humains. Ou les mathématiques sont-elles quelque chose qui était déjà là avant qu'il y ait des humains? Quelque chose inscrit dans la structure de la réalité. Quelque chose que nous ne créons pas mais que nous trouvons, comme un explorateur qui trouve un continent qui a toujours existé. L'équation de Dirac suggère une réponse presque troublante. L'équation a prédit une particule que personne ne cherchait, que personne n'avait imaginée, qui n'était apparue dans aucune expérience. Et la particule était là, dans la nature, en attente, depuis le Big Bang. Les mathématiques l'avaient vue avant qu'aucun humain ne puisse la voir. Et c'est soit la plus grande coïncidence de l'histoire des sciences, soit ça dit quelque chose de profond sur la relation entre les mathématiques et la réalité. Installe-toi, prépare-toi, parce que la question de savoir si les mathématiques sont découvertes ou inventées mène droit dans les recoins les plus sombres et les plus beaux de la physique moderne. Et à la fin, tu sentiras le sol sous tes pieds différemment. L'histoire commence là où commencent la plupart des histoires sur les fondements de la pensée, dans la Grèce antique. Mais elle ne commence pas là à cause des Grecs en général. Elle commence là à cause d'un seul homme qui eut une idée si radicale qu'elle imprègne encore, 2500 ans plus tard, la pensée de la physique théorique. Platon, Athènes, environ 380 avant notre ère. Platon regarda le monde et vit l'imperfection, des cercles qui n'étaient jamais parfaitement ronds, des lignes qui n'étaient jamais parfaitement droites, des triangles qui n'avaient jamais exactement les proportions idéales que les mathématiques leur attribuaient. Le monde physique, dit Platon, est une ombre. Une copie approximative, floue, imparfaite d'une réalité plus profonde. Et cette réalité plus profonde est le monde des formes. Le monde des formes, tel que Platon le décrivait, est un domaine d'objets parfaits, éternels, immuables. Le cercle parfait, la droite parfaite, le nombre 3 parfait. Ces formes n'existent pas dans le monde physique. Tu ne trouveras jamais un cercle parfait dans la nature. Mais l'idée du cercle parfait existe. Et elle existe d'une manière que Platon considérait comme plus réelle que n'importe quel cercle physique que tu pourrais dessiner. Ça sonne mystique. Ça sonne comme de la philosophie dans sa forme la plus abstraite. Mais voici le point qui surprend la plupart des gens. Parmi les physiciens qui ont pénétré le plus profondément dans la structure de la réalité, la position de Platon n'est pas l'exception. C'est la majorité. La plupart des physiciens théoriciens se comportent dans leur travail comme si les mathématiques étaient quelque chose qu'on découvre, pas quelque chose qu'on invente. Ils parlent de vérités mathématiques qu'ils trouvent, de structures qu'ils mettent au jour, de symétries qu'ils découvrent. Le langage de la découverte, pas de l'invention, traverse toute la physique théorique. Pourquoi? À cause d'expériences comme celle de Dirac. Parce que les mathématiques prédisent sans cesse des choses qui sont ensuite trouvées dans la nature. Des choses qu'aucun humain n'aurait pu imaginer. Des choses si étranges qu'elles contredisent toute intuition, et qui sont pourtant là. Et l'histoire de ces prédictions est, à un degré remarquable, une histoire française. Pas exclusivement. Mais d'une manière si profonde, si récurrente, si structurante que l'ignorer serait falsifier le récit. Les hommes et les femmes qui ont découvert les connexions les plus profondes entre les mathématiques et la physique, les gens qui ont écrit les équations qui ont prédit la nature avant que la nature ne se montre, portent à une fréquence frappante des noms français. Et cette histoire commence avec un garçon qui mourut à 20 ans, Évariste Galois. Paris,
1832, le nom le plus tragique de l'histoire des mathématiques. Un garçon de génie, politiquement radical, émotionnellement instable, emprisonné pour ses opinions républicaines, tué dans un duel à l'âge de 20 ans. La nuit avant sa mort, sachant ou pressentant qu'il ne survivrait pas, Galois écrivit fiévreusement des pages de notes mathématiques. Il griffonnait dans les marges « Je n'ai pas le temps ». Ces notes contenaient les fondations d'une théorie mathématique entièrement nouvelle. La théorie des groupes de symétrie. La théorie des groupes décrit, de manière abstraite, les symétries possibles des objets mathématiques. Quelle transformation peux-tu appliquer à un objet sans le changer? L'ensemble de toutes ces transformations forme un groupe. Galois ne savait pas à quoi sa théorie servirait. Il suivait la logique interne des mathématiques. Il résolvait un problème d'algèbre, la question de savoir quelles équations polynomiales peuvent être résolues par des formules. Et en résolvant ce problème, il créa un outil dont il ne pouvait pas imaginer l'usage futur. Un siècle plus tard, les physiciens découvrirent que les particules élémentaires s'organisent exactement selon les représentations de certains groupes de symétrie. Le groupe SU, 3, organise les quarks. Le groupe SU2 fois UN décrit l'interaction électrofaible. Ces groupes ne sont pas des descriptions que les physiciens ont imposées aux particules. Ce sont des structures que les physiciens ont trouvées dans les particules. Les mathématiques étaient là avant la physique. Galois avait forgé la clé. Un siècle plus tard, la physique trouva la serrure, et la clé entrait parfaitement. Murray Gell-Mann, qui proposa les quarks en 1961, ne le fit pas parce qu'il les avait vus dans une expérience. Il le fit parce que la théorie des groupes l'exigeait. Le groupe de symétrie SU3 avait des places pour des particules qui n'avaient pas encore été découvertes. Gell-Mann prédit quelles propriétés ces particules devaient avoir, et elles furent trouvées, l'une après l'autre, exactement là où les mathématiques les avaient placées. Et ici, le fil français ne fait que commencer. Car ce qui rend l'histoire de Galois si vertigineuse, c'est qu'elle n'est pas un cas isolé. C'est un motif qui se répète dans chaque chapitre de la physique moderne. Pierre-Simon de Laplace, le marquis de Laplace, le Newton français, comme certains l'appelaient. Né en 1749 en Normandie, fils d'un fermier, Laplace prit les équations de Newton et les poussa jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes. Il calcula les orbites des planètes avec une précision que personne avant lui n'avait atteinte. Il développa les mathématiques de la probabilité. Il formula la première version du déterminisme scientifique, l'idée qu'un intellect suffisamment vaste, connaissant la position et la vitesse de chaque particule de l'univers, pourrait calculer l'ensemble du passé et de l'avenir. Le démon de Laplace. Et en 1796, dans son exposition du système du monde, Laplace posa une question qui ne trouverait sa réponse complète que 120 ans plus tard. Si un corps céleste était suffisamment massif et suffisamment compact, sa gravité empêcherait-elle la lumière de s'en échapper? Il fit le calcul. La réponse était oui, un corps sombre, un objet invisible par excès de gravité. Écrit en 1796. Plus d'un siècle avant qu'Einstein ne publie la relativité générale. 2 siècles avant qu'on photographie un trou noir. Les mathématiques voyaient déjà ce que les télescopes mettraient 200 ans à confirmer. Joseph Fourier. Né à Auxerre en 1768, orphelin à 9 ans, élevé par les bénédictins. Fourier étudiait la propagation de la chaleur. Un problème pratique, terrestre, presque banal. Comment la chaleur se déplace-t-elle dans un morceau de métal? En 1807, il présenta sa théorie analytique de la chaleur, dans laquelle il montra que n'importe quelle fonction, aussi compliquée soit-elle, peut être décomposée en une somme de sinus et de cosinus. Des vagues simples. Des oscillations pures. L'idée semblait être un outil pour les ingénieurs, un truc de calcul. Personne ne pensa que la décomposition de Fourier avait quoi que ce soit à dire sur la nature profonde de la réalité. 200 ans plus tard, l'analyse de Fourier est le langage dans lequel on traite les signaux dans chaque téléphone portable, chaque appareil médical, chaque satellite. Et en mécanique quantique, la décomposition de Fourier est le lien mathématique entre la position et l'impulsion d'une particule. La relation d'incertitude de Heisenberg, l'un des résultats les plus profonds de la physique, est une conséquence directe des propriétés mathématiques de la transformée de Fourier. Un outil inventé pour calculer la chaleur dans un morceau de métal décrit la structure fondamentale de la réalité quantique. Fourier ne pouvait pas le savoir. Il suivait la logique interne des mathématiques. Il résolvait un problème de conduction thermique. Et les mathématiques le menèrent à un endroit dont la physique aurait désespérément besoin un siècle plus tard. Joseph-Louis Lagrange, né à Turin en 1736 d'une famille d'origine française, émigré à Paris, où il passa la dernière partie de sa vie. Lagrange reformula la mécanique de Newton dans un langage mathématique différent. Au lieu de parler de force et d'accélération, il parla d'énergie et de chemin. Sa mécanique analytique, publiée en 1788, contenait pas un seul diagramme, que des équations. Lagrange était fier de ça. Il avait réduit toute la mécanique à de l'algèbre pure. Cette reformulation semblait être un exercice de style, la même physique, écrite différemment. Mais la forme de Lagrange avait des propriétés que la forme de Newton n'avait pas. Elle se généralisait naturellement à des systèmes compliqués. Elle se transportait facilement dans des systèmes de coordonnées différents. Et surtout, elle rendait les symétries transparentes.
Quand Emmy Noether, en 1918, prouva son théorème fondamental reliant symétrie et loi de conservation, c'est le formalisme de Lagrange qu'elle utilisa. Sans Lagrange, pas de Noether. Sans Noether, pas de physique moderne des particules. Et Lagrange n'est qu'un point sur une ligne qui traverse l'histoire de France comme un fil rouge. Jean Le Rond d'Alembert formula le principe qui porte son nom, transformant les problèmes de dynamique en problèmes de statique. Augustin-Louis Cauchy posa les fondations de l'analyse complexe, les fonctions de variables complexes, qui deviendraient un outil indispensable en mécanique quantique et en théorie des champs. Siméon Denis Poisson développa les crochets de Poisson, la structure mathématique qui, reformulée par Dirac, devint le langage de la quantification canonique. Henri Poincaré, le dernier universaliste, toucha à presque tous les domaines des mathématiques et de la physique, de la topologie à la théorie du chaos, de la relativité restreinte au système dynamique. Poincaré. Il faut s'arrêter sur Poincaré, parce que son histoire illustre le mystère mieux que tout autre. Henri Poincaré. Né à Nancy en 1854, cousin germain de Raymond Poincaré, qui serait président de la République. Henri était l'un de ces esprits qui apparaissent une fois par siècle. Il contribua à l'analyse, à la topologie, à la théorie des nombres, à la mécanique céleste, à l'électromagnétisme, à la philosophie des sciences. Il est difficile de nommer un domaine des mathématiques qu'il n'a pas touché. En 1904, à Saint-Louis, aux États-Unis, Poincaré donna une conférence dans laquelle il exposa l'idée qu'aucune expérience ne pourrait jamais détecter le mouvement absolu. Il travailla sur les transformations de Lorentz, sur la convention de simultanéité, sur la synchronisation des horloges. Il utilisa explicitement les 4 coordonnées d'espace-temps. Il toucha la porte de la relativité restreinte. Einstein, 1 an plus tard, l'ouvrit. Mais Poincaré fit quelque chose qu'Einstein ne fit pas. Il posa les fondations de la topologie, l'étude des propriétés de l'espace qui ne changent pas quand tu déformes l'espace sans le déchirer. Il formula la conjecture de Poincaré, l'un des problèmes les plus célèbres des mathématiques, qui ne serait résolu qu'en 2003 par Grigori Perelman. Et il découvrit, en étudiant le problème des 3 corps en mécanique céleste, les premières traces du chaos déterministe. Des systèmes parfaitement déterministes, régis par des équations précises, qui produisent un comportement si complexe qu'il est en pratique imprévisible. Le chaos de Poincaré n'était pas un accident, c'était une découverte. Les mathématiques lui montrèrent que la prévisibilité a des limites, même dans un univers parfaitement déterministe. 70 ans plus tard, Edward Lorenz, un météorologue américain, redécouvrit le même phénomène en simulant la météo sur un ordinateur. L'effet papillon. Un battement d'aile au Brésil peut déclencher une tornade au Texas. Les mathématiques de Poincaré avaient vu ça en 1890. La physique attendit presque un siècle pour rattraper. Et il y a une connexion encore plus profonde. Les outils topologiques que Poincaré développa sont devenus essentiels en physique théorique moderne. La topologie décrit les propriétés globales de l'espace, les propriétés qui ne dépendent pas de la forme locale mais de la structure d'ensemble. Un beignet et une tasse de café sont topologiquement identiques parce que les deux ont exactement un trou. La topologie ignore les détails et regarde la structure. En physique de la matière condensée, les phases topologiques de la matière, des états de la matière dont les propriétés sont déterminées par la topologie et non par la géométrie locale, sont devenus l'un des domaines les plus actifs de la physique. Le prix Nobel de physique 2016 fut décerné à David Thouless, Duncan Haldane et Michael Kosterlitz pour leurs travaux sur les phases topologiques. Les mathématiques que Poincaré avait développées pour étudier les formes abstraites des espaces se retrouvèrent, un siècle plus tard, décrivant le comportement d'électrons dans des matériaux exotiques. Les mathématiques étaient là avant la physique, encore une fois, toujours le même motif. Et puis il y a l'histoire qui surpasse toutes les autres en vertige, l'histoire de la géométrie qui devint la gravité. Bernhard Riemann, un Allemand, certes. Mais son histoire est inséparable de la tradition française, car la géométrie de Riemann fut bâtie sur les fondations posées par Gauss, mais c'est un Français qui lui donna ses outils les plus puissants. Élie Cartan, né à Dolomieu, en Isère, en 1869, fils d'un forgeron de village. Repéré par un inspecteur d'académie, Antoine Dubost, qui convainquit ses parents de l'envoyer au lycée, puis à l'école normale supérieure. Cartan devint l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Il développa les formes différentielles, les connexions qui portent son nom, la théorie des groupes de Lie, les espaces symétriques. Des outils d'une abstraction tels que même ses contemporains avaient du mal à les suivre. Hermann Weyl, l'un des plus grands mathématiciens de sa génération, admit que les travaux de Cartan étaient si difficiles qu'il avait mis des années à les comprendre. Et ces outils, forgés par un fils de forgeron de l'Isère, devinrent les briques avec lesquelles Einstein construisit la relativité générale. Sans les formes de Cartan, les équations d'Einstein seraient restées inertes. La cathédrale de la relativité générale repose sur des fondations françaises. Riemann avait inventé la géométrie des espaces courbés en 1854, dans un seul exposé à Göttingen. Einstein, 60 ans plus tard, prit cette géométrie et lui donna un contenu physique. Les courbes que Riemann avait décrites n'étaient plus des constructions mathématiques abstraites. Elles étaient la forme réelle de la réalité. L'espace-temps est courbé. La gravité n'est pas une force. La gravité est de la géométrie.
Et la géométrie qu'il a décrite avait été inventée un demi-siècle avant qu'on en ait besoin. Riemann n'avait pas développé sa géométrie pour décrire la physique. Il n'avait aucune idée que ces espaces courbés décriraient un jour la gravité. Il travaillait en mathématiques pures, dans un domaine qui n'avait pas d'application et n'en avait pas besoin. Il suivait la logique interne des mathématiques, pas à pas, et arriva à un endroit dont la physique aurait désespérément besoin 60 ans plus tard. Les mathématiques étaient là avant la physique. La structure avait été découverte avant que la nature ne révèle qu'elle en avait besoin. Riemann avait forgé la clé sans savoir quelle serrure elle ouvrirait. Einstein trouva la serrure et la clé entrait parfaitement. C'est soit une coïncidence cosmique, soit un indice profond sur la nature de la réalité. Et l'histoire se répète, encore et encore, dans chaque chapitre de la physique moderne. En 1843, un mathématicien irlandais nommé William Rowan Hamilton inventa les quaternions, des nombres à 4 dimensions, une extension des nombres complexes en 4 dimensions. Les quaternions n'avaient pas d'application évidente. C'était une curiosité mathématique, un jouet pour algébristes. 100 ans plus tard, les quaternions devinrent le langage naturel pour décrire les rotations en 3 dimensions et trouvèrent leur chemin dans la mécanique quantique, l'infographie et la navigation des sondes spatiales. En 1854, la même année que l'exposé de Riemann, le mathématicien anglais George Boole développa une algèbre de la logique. Des mathématiques qui ne connaissaient que 2 valeurs, vrai et faux, 1 et 0. L'algèbre de Boole n'avait aucune application. Personne ne savait à quoi elle pouvait servir. 80 ans plus tard, elle devint le fondement de toute la technologie numérique. Chaque ordinateur, chaque téléphone, chaque algorithme jamais écrit fonctionne avec la logique de Boole. Et ces exemples ne sont que la surface visible d'un motif bien plus profond. La théorie des nombres, ce domaine des mathématiques qui étudie les propriétés des nombres entiers, longtemps considéré comme le plus pur et le plus inutile de tous les domaines mathématiques, s'est révélé être le fondement de la cryptographie moderne. Chaque mot de passe que tu tapes, chaque transaction bancaire que tu effectues, chaque message chiffré que tu envoies repose sur des propriétés des nombres premiers que des mathématiciens étudiaient il y a des siècles sans la moindre idée qu'elles auraient un jour une application pratique. Pierre de Fermat, magistrat à Toulouse au XVIIe siècle, mathématicien amateur, au sens où les mathématiques n'étaient pas sa profession, mais un amateur d'une profondeur telle que ses résultats nourrissent encore la recherche 4 siècles plus tard. Son dernier théorème, griffonné dans la marge d'un livre avec la note célèbre qu'il avait trouvé une démonstration merveilleuse, mais que la marge était trop petite pour la contenir, résista à 3 siècles et demi de tentatives avant d'être prouvé par Andrew Wiles en 1995. Et la preuve de Wiles utilisa des outils de géométrie algébrique et de théorie des formes modulaires si avancées que la plupart des mathématiciens mirent des années à la comprendre. L'arithmétique de Fermat semblait être le domaine le plus inutile des mathématiques. Des propriétés des nombres premiers, des équations diophantiennes, des curiosités sans application. Et pourtant, c'est exactement cette arithmétique qui protège chaque transaction sur Internet aujourd'hui. Le système RSA de cryptographie, qui sécurise tes communications numériques, repose sur le fait que multiplier 2 grands nombres premiers est facile, mais retrouver les 2 nombres à partir du produit est pratiquement impossible. Fermat ne pouvait pas imaginer Internet. Les mathématiques qu'il étudiait au XVIIe siècle protègent ton compte bancaire au XXIe. Il y a un essai qui résume ce phénomène de la manière la plus percutante et qui a hanté chaque physicien et mathématicien qui l'a lu. Il fut publié en 1960 par un physicien d'origine hongroise nommé Eugene Wigner. Le titre est « L'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences de la nature ». Wigner fit une observation simple. Les mathématiques, une discipline développée par des gens qui réfléchissent à des structures abstraites sans se soucier du monde physique, se révèle encore et toujours être l'outil parfait pour décrire le monde physique. Pas un outil utile, l'outil parfait. Les équations que les physiciens écrivent ne sont pas des descriptions approximatives de la nature. Ce sont des descriptions exactes, jusqu'à la limite de la précision des mesures, et souvent bien au-delà. Wigner qualifia cela de déraisonnable. Il utilisa le mot avec soin, car il n'y a pas de raison évidente pour laquelle la nature devrait être mathématique. Il n'y a pas de raison pour laquelle des structures abstraites que des humains inventent dans leur tête devraient décrire les structures réelles du monde physique. C'est comme si tu écrivais un poème et découvrais que le poème décrit exactement la trajectoire d'une comète. Pas approximativement, exactement. Jusqu'à la dernière décimale, Wigner n'avait pas d'explication. Il appela ça un don que nous ne comprenons ni ne méritons. Et 65 ans après son essai, nous n'avons toujours pas d'explication. Les mathématiques fonctionnent. Elles fonctionnent mieux qu'elles ne le devraient. Et personne ne sait pourquoi. Et maintenant, entrons dans la mécanique quantique. Parce que c'est là que le mystère devient le plus aigu. La mécanique quantique est la théorie qui décrit le comportement des plus petites particules. Et elle est, plus que toute autre théorie dans l'histoire de la physique, une théorie qui a jailli des mathématiques et qui a ensuite forcé les physiciens à voir la nature d'une manière qui contredisait leur intuition.
Werner Heisenberg, né en 1901 à Würzburg, écrivit la première forme de la mécanique quantique à l'été 925 sur l'île d'Helgoland, en mer du Nord, où il avait fui son rhume des foins. Il utilisa une forme de mathématiques qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. Des matrices. Des arrangements carrés de nombres qui se multiplient selon certaines règles. Heisenberg ne savait pas qu'il faisait du calcul matriciel. Il pensait avoir inventé quelque chose de nouveau. Max Born, son mentor à Göttingen, reconnut immédiatement que c'était du calcul matriciel, des mathématiques qui existaient depuis le 19e siècle. Les matrices de la mécanique quantique ont une propriété qui est étrangère à la physique classique. Elles ne sont pas commutatives. L'ordre de la multiplication compte. A fois B n'est pas égal à B fois A. Et cette propriété mathématique, cette propriété purement abstraite d'arrangement de nombres, a une conséquence physique qui a changé le monde. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas mesurer la position et l'impulsion d'une particule simultanément avec une précision arbitraire. La relation d'incertitude, la découverte la plus célèbre de Heisenberg. Ce n'est pas une limitation physique, c'est une propriété mathématique des matrices. La nature obéit à l'algèbre. 1 an après Heisenberg, Erwin Schrödinger, le Viennois, écrivit une autre forme de la mécanique quantique. Sa version utilisait des équations différentielles au lieu de matrices, des fonctions d'onde au lieu de matrices. Les deux formulations semblaient complètement différentes. Et pourtant, elles donnaient exactement les mêmes prédictions. Chaque expérience qu'on pouvait calculer avec l'une, on pouvait la calculer avec l'autre. Les résultats étaient identiques. C'est remarquable. Deux cadres mathématiques qui n'ont superficiellement rien à voir l'un avec l'autre décrivent la même réalité physique. Cela signifie que la réalité physique n'est pas liée à un langage mathématique particulier. Elle a une structure qui peut être exprimée dans plusieurs langages mathématiques simultanément. La structure est plus profonde que le langage. La structure est le réel. Le langage n'est qu'une fenêtre, et Max Born donna à la fonction d'onde sa signification physique. Il dit « La fonction d'onde ne décrit pas une onde physique. Elle décrit une probabilité. Mets la fonction d'onde au carré en un point, et tu obtiens la probabilité de trouver la particule à cet endroit. » La nature est, à son niveau le plus profond, probabiliste. Et la probabilité est un concept mathématique. La nature parle mathématique. Pas comme approximation, comme langue maternelle. Et puis vint Gödel, et tout devint encore plus étrange. Kurt Gödel, né en 1906 à Brünn, alors en Autriche-Hongrie, élevé à Vienne, un homme d'une telle acuité intellectuelle que ses collègues le craignaient. Et un homme qui, en 1931, à 25 ans, ébranla les fondements des mathématiques. Les théorèmes d'incomplétude de Gödel. 2 théorèmes. Ils sont, selon l'avis de beaucoup, les résultats mathématiques les plus importants du XXe siècle. Et ils disent quelque chose de si troublant que les mathématiciens tentent depuis 90 ans de faire la paix avec eux. Le premier théorème dit « Dans tout système formel suffisamment puissant et cohérent, il existe des propositions vraies qui ne peuvent pas être prouvées à l'intérieur du système. Il y a des vérités mathématiques qui sont vraies, que tu peux reconnaître comme vraies, mais qu'aucune preuve construite selon les règles du système n'atteindra jamais. Les mathématiques contiennent des vérités qui dépassent leur propre méthode de preuve. Le second théorème dit « Aucun système formel suffisamment puissant ne peut prouver sa propre cohérence. Les mathématiques ne peuvent pas prouver qu'elles sont elles-mêmes cohérentes. Elles doivent le croire, ou s'arrêter. » Voici ce que ça signifie pour notre question. Si les mathématiques étaient une invention, un construit humain, un jeu avec des règles que nous avons nous-mêmes posées, alors nous devrions être capables de tout prouver à l'intérieur du jeu, car nous avons fait les règles. Nous devrions pouvoir les percer à jour. Gödel montra que ce n'est pas possible. Les mathématiques contiennent des vérités qui sont au-delà de nos propres méthodes de preuve. Elles ont une profondeur que nous ne pouvons pas entièrement sonder. Elles se comportent comme quelque chose qui existe indépendamment de nous. Quelque chose que nous explorons, pas quelque chose que nous construisons. Gödel lui-même était un platoniste mathématique. Il croyait que les objets mathématiques existent réellement dans un domaine indépendant de l'esprit humain. Il croyait que nous reconnaissons les vérités mathématiques, nous ne les créons pas. Et il alla jusqu'à dire que l'intuition mathématique est une sorte d'organe de perception, un sixième sens qui perçoit le monde platonicien, de la même manière que l'œil perçoit le monde physique. Ça semble extravagant. Mais Gödel n'était pas un mystique. Il était l'un des penseurs les plus précis et les plus rigoureux qui ait jamais vécu. Et sa preuve, le premier théorème d'incomplétude, est l'un des arguments mathématiques les plus soigneusement construits de l'histoire. Quand Gödel disait que les mathématiques ont une existence indépendante de l'esprit humain, il ne le disait pas par sentimentalité. Il le disait parce que son propre travail ne lui laissait pas d'autre choix. Gödel quitta Vienne en 1940, fuyant le nazisme, traversant l'Union soviétique et le Japon, pour atteindre Princeton, où il resta pour le reste de sa vie. À Princeton, il devint l'ami le plus proche d'Albert Einstein. Les deux marchaient ensemble chaque jour, un couple étrange, Einstein le physicien charismatique et chaleureux, et Gödel le logicien renfermé et paranoïaque. Mais les deux étaient liés par quelque chose de plus profond que la personnalité. Ils partageaient la conviction que les mathématiques décrivent la structure d'une réalité qui existe indépendamment de l'esprit humain.
Et Gödel prouva quelque chose pour Einstein, qui troubla Einstein lui-même. En 1949, Gödel trouva une solution des équations d'Einstein qui contenait des courbes de genre temps fermé, des chemins à travers l'espace-temps qui se referment sur eux-mêmes, des boucles temporelles, le voyage dans le passé. Les mathématiques le permettaient. Les propres équations d'Einstein le permettaient. Les équations étaient plus puissantes que l'intuition de leur créateur. Et voici le motif dans toute sa force. Encore et encore, quelqu'un écrit une équation, suit la logique interne des mathématiques et trouve quelque chose qu'il ne cherchait pas. Quelque chose que personne ne cherchait. Quelque chose qui correspond au monde physique, bien que l'équation n'ait pas été écrite pour le monde physique. Les mathématiques mènent, la physique suit. Dirac trouva le positron dans une équation. Gell-Mann trouva les quarks dans un groupe de symétrie. Higgs trouva le boson de Higgs dans une brisure de symétrie. Maxwell trouva les ondes électromagnétiques dans ses équations, des décennies avant que Heinrich Hertz ne les démontre en laboratoire. Et quand on demanda à Hertz quelle application pratique avait sa découverte, il répondit « Aucune, c'est absolument inutile, c'est juste une expérience qui prouve que Maestro Maxwell avait raison ». 20 ans plus tard, Marconi transmettait par radio à travers l'Atlantique. 50 ans plus tard, il y avait la télévision. 100 ans plus tard, tu portes dans ta poche un appareil qui communique par exactement ces ondes. L'expérience de Hertz était inutile. Les mathématiques qu'elle confirmait ont changé le monde. Mais il y a une histoire française qui illustre le mystère avec une intensité particulière. L'histoire d'Emmy Noether et de ce qu'elle trouva dans le formalisme de Lagrange. Noether était allemande, née à Erlangen en 1882. Mais le formalisme qu'elle utilisa était celui de Lagrange, le français d'adoption qui avait reformulé la mécanique de Newton en termes d'énergie et de chemin plutôt que de force et d'accélération. Noether prouva en 1918 un théorème qui changea la physique pour toujours. Le théorème de Noether, il dit « À chaque symétrie continue d'un système physique correspond une grandeur conservée. L'invariance de la physique sous translation dans le temps correspond à la conservation de l'énergie. L'invariance sous translation dans l'espace correspond à la conservation de l'impulsion. L'invariance sous rotation correspond à la conservation du moment cinétique. Les lois de conservation de la physique, les règles les plus fondamentales qui existent, ne sont pas des axiomes séparés. Ce sont des conséquences automatiques de symétrie. La structure de la nature est organisée par la symétrie. Et la symétrie est des mathématiques. Théorie des groupes. La théorie abstraite d'un Français mort en duel à 20 ans. Noether fut chassée de Göttingen par les nazis en 1933. Elle partit aux États-Unis et mourut en 1935 à 53 ans. Einstein écrivit dans sa nécrologie qu'elle avait été le génie mathématique créatif le plus significatif produit depuis que l'éducation supérieure des femmes avait commencé. Son théorème est aujourd'hui au centre de chaque théorie de la physique fondamentale. Il y a un homme à propos de qui on raconte une anecdote qui résume toute cette histoire. David Hilbert, le mathématicien qui, à Göttingen, formalisa une grande partie de l'algèbre moderne. Hilbert tenta vers 1915, indépendamment d'Einstein, de dériver les équations de champ de la relativité générale, à partir de principes purement mathématiques, sans intuition physique, seulement à partir de l'exigence que les équations satisfassent certaines symétries mathématiques. Il arriva presque en même temps qu'Einstein au résultat. Les mathématiques seules, sans expérience, sans observation, sans connaissance de la nature, livrèrent les mêmes équations que la physique. La forme de la réalité résidait dans la structure des mathématiques. Hilbert dressa en 1900 une liste de 23 problèmes qui devaient guider les mathématiques du siècle à venir. Ces problèmes devinrent le guide de toute une discipline. Certains sont résolus, certains sont irrésolus. Certains se sont révélés insolubles grâce à Gödel. Hilbert lui-même prononça une phrase qui pourrait servir de devise à l'ensemble de la physique mathématique. « Nous devons savoir, nous saurons ». Il prononça cette phrase en 1930 à Königsberg. Le même jour, dans la même ville, un Kurt Gödel de 25 ans présenta son théorème d'incomplétude, qui réfutait la phrase dans sa forme la plus absolue. « Nous ne pouvons pas tout savoir ». Les mathématiques contiennent des vérités que nous ne pouvons pas prouver. Hilbert n'entendit pas la présentation de Gödel. Il était dans la salle d'à côté. L'ironie est presque insoutenable. Mais la phrase de Hilbert a eu raison à un autre niveau. Car les mathématiques nous ont effectivement montré des choses que nous n'aurions pas pu savoir si nous avions seulement regardé la nature. Elles ont prédit des particules que personne ne cherchait. Elles ont décrit des forces que personne n'avait mesurées. Elles ont révélé des structures qu'aucune observation n'aurait jamais pu découvrir. Les mathématiques nous ont donné un savoir que nous n'aurions pu obtenir par aucun autre chemin. Mais y a-t-il un contre-exemple? Y a-t-il des cas où les mathématiques ont produit de belles structures élégantes qui ne correspondent à aucune réalité physique? Bien sûr. La supersymétrie est l'exemple le plus connu. Une symétrie mathématiquement belle qui prédit que chaque particule du modèle standard a un partenaire lourd. Pendant des décennies, les physiciens au LHC au CERN cherchèrent ces partenaires. Ils n'en trouvèrent aucun. Les mathématiques étaient belles, la nature ne s'en souciait pas. Ou la théorie des cordes, une théorie mathématiquement d'une élégance à couper le souffle, qui prétend dériver toutes les particules et forces de la nature de la vibration de minuscules cordes.
La théorie exige 10 ou 11 dimensions de l'espace, 6 ou 7 de plus que ce que nous observons. Et malgré des décennies de travail, la théorie des cordes n'a fait aucune prédiction qui ait pu être vérifiée et confirmée par une expérience. Alors non, la beauté mathématique ne garantit pas la vérité physique. Mais les cas où la beauté mathématique a prédit la vérité physique sont si nombreux, si spectaculaires et si inexplicables que les contre-exemples ne dissolvent pas l'énigme fondamentale. L'énigme demeure. Pourquoi les mathématiques fonctionnent-elles? Il y a 3 positions philosophiques qui tentent de résoudre l'énigme. 3 réponses à la question de savoir si les mathématiques sont découvertes ou inventées. Aucune n'est pleinement satisfaisante. La première position est le platonisme. Les mathématiques existent indépendamment de l'esprit humain. Les objets mathématiques, les nombres, les ensembles, les groupes, les espaces sont réels dans un sens qui dépasse le monde physique. Les mathématiciens découvrent ces objets, comme les biologues découvrent des espèces. Le fait que les mathématiques décrivent la physique s'explique parce que le monde physique est une instance de la structure mathématique plus profonde. La physique fait partie des mathématiques. Le problème avec le platonisme est évident. Où est ce monde platonicien? Comment y accédons-nous? Si les objets mathématiques ne sont pas physiques, comment des cerveaux physiques peuvent-ils les percevoir? Le platonisme n'a pas de modèle explicatif pour la connexion entre le monde abstrait des mathématiques et le monde concret des neurones. La deuxième position est le formalisme. Les mathématiques sont un jeu avec des symboles. Elles n'ont pas de signification en dehors des règles du jeu. La vérité mathématique n'est rien de plus que la dérivabilité à partir d'axiomes. Le fait que les mathématiques décrivent la physique est une coïncidence, une concordance utile qui n'a pas d'explication plus profonde. Nous avons construit un outil qui fonctionne par hasard, comme une clé qui entre dans une serrure bien qu'elle n'ait pas été faite pour cette serrure. Le problème avec le formalisme est Gödel. Les théorèmes d'incomplétude de Gödel montrent que les mathématiques contiennent plus que ce que les systèmes formels peuvent capturer. Il y a des vérités qui sont vraies mais pas dérivables. Les mathématiques sont plus qu'un jeu avec des symboles. Elles ont un contenu qui dépasse les règles. Et Wigner a montré que la coïncidence entre mathématiques et physique est trop systématique, trop précise et trop profonde pour être balayée comme un hasard. La troisième position est la plus radicale, et elle est défendue par un physicien suédois-américain qui travaille au MIT, Max Tegmark. Tegmark dit « Les mathématiques ne décrivent pas le monde physique. Les mathématiques sont le monde physique. La réalité est une structure mathématique. Pas une structure qui peut être décrite par les mathématiques. Une structure qui est des mathématiques. » Dans l'image de Tegmark, il n'y a pas de différence entre le monde abstrait des mathématiques et le monde concret de la physique. Il n'y a que des mathématiques. Ce que nous appelons matière, ce que nous appelons énergie, ce que nous appelons espace et temps, ce sont tous des aspects d'une structure mathématique qui se perçoit elle-même de l'intérieur. Tu fais partie de la structure mathématique. Ta conscience est un motif à l'intérieur de la structure mathématique. La question de pourquoi les mathématiques décrivent la physique a, dans l'image de Tegmark, une réponse triviale. La physique est des mathématiques. Bien sûr que les mathématiques se décrivent elles-mêmes. Ça semble fou, ça semble relever de la science-fiction. Mais c'est une position défendue par un physicien sérieux au MIT qu'il a argumenté dans un livre technique de plus de 400 pages. Et elle a une étrange élégance. Elle résout l'énigme de Wigner d'un seul coup. Les mathématiques fonctionnent parce qu'elles sont ce qui existe. Rien d'autre. Le problème avec la position de Tegmark est qu'elle n'explique presque rien. Elle n'explique pas pourquoi cette structure mathématique particulière et pas une autre. Elle n'explique pas pourquoi nous vivons dans une structure qui se manifeste comme un univers physique et pas comme une algèbre purement abstraite. Et elle n'explique pas pourquoi la structure mathématique a une vie intérieure, pourquoi elle contient des êtres conscients qui se demandent s'ils font partie d'une structure mathématique. Aucune des 3 positions n'est satisfaisante. Et c'est peut-être la réponse la plus honnête à la question qui anime cette histoire. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si les mathématiques sont découvertes ou inventées. Nous ne savons pas pourquoi elles décrivent la physique. Nous ne savons pas si la réalité est mathématique ou si les mathématiques ne sont qu'un outil incroyablement bon que nous avons eu par hasard entre les mains. Ce que nous savons, c'est ceci. L'histoire de la physique est une histoire dans laquelle les mathématiques étaient encore et encore là avant la nature. Riemann avant Einstein, Galois avant Gell-Mann, Boole avant l'ordinateur, Hamilton avant la mécanique quantique, Noether avant la physique moderne des particules, Lagrange avant Noether, Fourier avant Heisenberg, Laplace avant les trous noirs, et à chaque fois, les mathématiques n'ont pas seulement fourni un outil utile, elles ont fourni exactement le bon outil, avec la bonne structure, les bonnes symétries et les bonnes prédictions. Et cette histoire est, à un degré remarquable, une histoire française. Laplace à Paris, Fourier à Auxerre et à Paris, Lagrange à Turin et à Paris, Galois à Paris, Cartan en Isère à Paris, D'Alembert à Paris, Cauchy à Paris, Poisson à Paris, Fermat à Toulouse. Et même Descartes, le père de la géométrie analytique, le système de coordonnées qui porte son nom, l'homme qui unit l'algèbre et la géométrie en un seul langage. René Descartes, Touraine. La Haye en Touraine, aujourd'hui Descartes. 1596.
Descartes fit pour les mathématiques ce que Gutenberg fit pour les livres. Il créa un système qui permettait de traduire entre deux langages, l'algèbre et la géométrie, qui avaient été séparés depuis les Grecs. Les coordonnées cartésiennes, le plan XY, chaque point de l'espace décrit par un couple de nombres, chaque courbe décrite par une équation. Ce qui rend possible de raisonner sur les formes avec des calculs et sur les calculs avec des formes. Toute la physique mathématique, de Newton à Einstein, est écrite dans les coordonnées de Descartes. Et Descartes posa aussi la question fondamentale qui hante toute cette histoire. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. La seule chose dont tu peux être absolument sûr est que tu penses. Tout le reste pourrait être une illusion. 350 ans plus tard, la mécanique quantique dit quelque chose d'étrangement similaire. L'observation crée la réalité. La réalité n'est pas fixée indépendamment de la mesure. Ce qui est réel dépend de ce qui est observé. Descartes et Heisenberg, à 3 siècles de distance, touchent la même porte. Et il y a une dernière connexion, la plus profonde de toutes, la connexion entre les mathématiques et l'information. Claude Shannon, un ingénieur américain travaillant au Bell Labs, fonda la théorie de l'information en 1948. Il définit l'information mathématiquement. Un bit est la plus petite unité, 1 ou 0, oui ou non, vrai ou faux. Et toute information, quelle que soit sa complexité, peut être exprimée comme une séquence de bits. La physique du XXe siècle découvrit que l'information est aussi le médium dans lequel la réalité physique existe. L'entropie d'un trou noir se mesure en bits. La fonction d'onde d'un système quantique porte de l'information. L'acte de mesure qui fixe l'état d'une particule est l'acte de poser un bit. Et le principe holographique dit que la quantité maximale d'informations pouvant exister dans une région de l'espace est déterminée non pas par le volume, mais par la surface. Jacob Bekenstein montra que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon, pas à son volume. Toute l'information contenue dans un volume tridimensionnel est encodée sur sa frontière bidimensionnelle, comme un hologramme. Et Juan Maldacena prouva en 1997 qu'une théorie complète de la gravité quantique dans le volume est exactement équivalente à une théorie quantique des champs sans gravité sur la surface. Les deux théories contiennent exactement la même information. Le volume et la surface sont deux langages pour la même réalité. John Archibald Wheeler, le physicien américain qui inventa le terme trou noir, résuma tout cela en 3 mots. It from bit. Chaque chose physique, chaque particule, chaque champ, chaque morceau d'espace-temps tire sa fonction, sa signification, son existence même des réponses à des questions binaires. La réalité naît de l'information, et l'information est de la mathématique. Le cercle se ferme. Les mathématiques décrivent la physique. La physique est faite d'informations. L'information est des mathématiques. Et la question de savoir si les mathématiques sont découvertes ou inventées devient la question de savoir si la réalité elle-même est découverte ou inventée. Si l'univers est un objet mathématique que nous explorons, ou un construit que nous imposons au chaos. Et la réponse honnête, après 2500 ans de réflexion, après Platon et Galois et Riemann et Noether et Gödel et Wigner et Tegmark, après tout ce chemin, la réponse honnête est que nous ne savons pas. Mais nous savons une chose, quelque chose qui, quelle que soit la réponse finale, reste vrai. Les mathématiques nous ont montré des choses que nous n'aurions pu voir d'aucune autre manière. Elles ont prédit des particules, elles ont décrit des forces, elles ont révélé la forme de l'espace-temps, elles ont marqué les limites de notre propre connaissance. Aucun autre outil que les humains aient jamais construit ou trouvé ne s'en approche. Que les mathématiques soient la réalité ou seulement son portrait le plus fidèle, dans les deux cas, elles sont la chose la plus profonde que l'esprit humain ait jamais touchée. Et le fait qu'un kilogramme et demi de tissu biologique, posé sur les épaules d'un primate, sur un caillou humide en orbite autour d'une étoile moyenne, soit capable de toucher cette profondeur, est soit la plus grande coïncidence de l'histoire de l'univers, soit l'indice le plus profond de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Galois écrivit ses notes la nuit avant sa mort. Il avait 20 ans. Il griffonna dans les marges « Je n'ai pas le temps ». Les notes contenaient les fondations de la théorie des groupes. La théorie des groupes devint le langage de la physique des particules. Les symétries de Galois organisent les quarks. Un garçon de 20 ans, condamné à mort par un duel stupide, laissa derrière lui la clé de la structure de la matière. Et Fourier étudiait la chaleur dans un morceau de métal. Et sa décomposition en ondes devint le fondement de la relation d'incertitude de Heisenberg. Et Lagrange reformula la mécanique en termes d'énergie. Et son formalisme devint le langage du théorème de Noether. Et Laplace calcula quand la lumière ne peut pas s'échapper. Et son calcul prédit les trous noirs, et Poincaré découvrit le chaos. Et son chaos devint un domaine entier de la physique. Et Cartan forgea ses formes différentielles. Et ces formes devinrent les murs de la cathédrale d'Einstein. Et Descartes unit l'algèbre et la géométrie. Et son union devint le langage de toute la physique. Les mathématiques françaises n'ont pas accompagné la physique, elles l'ont devancée, encore et encore. Le motif est si frappant qu'il dépasse la coïncidence, et il pose la même question que Wigner posait en 1960. Pourquoi ? Pourquoi une discipline abstraite, née dans des esprits humains qui ne se souciaient pas du monde physique, décrit-elle le monde physique avec une précision que rien d'autre n'atteint ? Tu es assis là, à la fin de cette histoire. Et la question avec laquelle nous avons commencé est toujours ouverte. Les mathématiques sont-elles découvertes ou inventées ?
Le monde est-il fait de nombres, ou le décrivons-nous seulement avec des nombres? Les mathématiques sont-elles le langage de Dieu, comme le disait Galilée, ou sont-elles le langage d'une espèce qui cherche désespérément de l'ordre dans un univers qui n'en a peut-être pas? Je n'ai pas de réponse, personne n'en a. Mais j'ai une observation, et l'observation est celle-ci. Les mathématiques nous ont montré des choses que nous n'aurions pu voir par aucun autre chemin. Elles ont prédit des particules, elles ont décrit des forces, elles ont révélé la forme de l'espace-temps. Elles ont marqué les limites de notre propre savoir. Aucun autre outil que les humains aient jamais construit ou trouvé ne s'en approche. Que les mathématiques soient la réalité ou seulement son portrait le plus exact, dans les deux cas, elles sont la chose la plus profonde que l'esprit humain ait jamais touchée. Et le fait qu'un kilogramme et demi de tissu biologique, posé sur les épaules d'un primate, sur un rocher humide en orbite autour d'une étoile ordinaire, soit capable de toucher cette profondeur, est soit la plus grande coïncidence de l'histoire de l'univers, soit l'indice le plus profond de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. L'équation que Dirac écrivit sur un tableau est toujours là. Le positron qu'elle prédit traverse l'atmosphère au-dessus de ta tête en ce moment même, engendré par les rayons cosmiques, existant une fraction de seconde avant de rencontrer un électron et de disparaître dans un éclair de lumière. L'équation le savait. Avant qu'aucun humain ne puisse le voir, les mathématiques le savaient. Et le silence qui suit, le silence qui s'installe quand tu laisses vraiment ce fait agir, le silence entre l'équation et ce qu'elle décrit, entre le symbole et ce qu'il signifie, entre la pensée et la réalité, ce silence est l'endroit le plus profond que l'esprit humain ait jamais atteint. Galois griffonna dans les marges. Je n'ai pas le temps. Mais les mathématiques, elles, avaient tout le temps du monde. Elles attendirent un siècle. Et quand les physiciens eurent enfin besoin de la théorie des groupes pour comprendre les quarks, la théorie était là. Prête, complète, écrite par un garçon de 20 ans dans la nuit précédant sa mort, sur des pages tachées d'encre et de larmes, dans un Paris qui ne savait pas encore ce qu'il venait de perdre. Les mathématiques attendent. Elles attendent toujours. Elles savent des choses que nous ne savons pas encore. Elles contiennent des structures que nous n'avons pas encore vues. Elles décrivent des mondes que nous n'avons pas encore imaginés. Et quelque part dans une équation qui n'a pas encore été écrite, sur un tableau qui n'a pas encore été touché, dans un esprit qui n'est peut-être pas encore né, la prochaine prédiction attend, la prochaine particule, la prochaine force, la prochaine structure de la réalité. Les mathématiques savent, elles ont toujours su. La question est de savoir si nous apprendrons à écouter. Dans ce silence entre l'équation et la réalité qu'elle décrit, entre le symbole et la chose, entre le connu et l'inconnu, réside la réponse, ou l'impossibilité d'une réponse, ce qui à la fin est peut-être la même chose.